Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast du comité réanimation de la Société française d'anesthésie-réanimation, ARPOD. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'interviewer Taline Boucher, qui est l'investigatrice principale avec le docteur Baptiste Compagnon de l'étude Coup de chaud, qui est une étude multicentrique portée par le réseau recherche de la SFAR et qui s'intéresse à l'épidémiologie et au pronostic de l'hyperthermie maligne et particulièrement du coup de chaleur d'effort. Bonjour Taline, Bonjour. est-ce que tu peux nous préciser comment on classe ces pathologies liées à l'exposition à la chaleur notamment? Alors, le coup de chaleur, c'est une pathologie qui fait partie euh, d'une grande classe des pathologies liées à la chaleur. C'est la forme la plus sévère. Ça peut être simplement des œdèmes liés à la chaleur, des syncopes liées à la chaleur, et les formes les plus extrêmes sont donc l'épuisement lié à la chaleur, et enfin, en dernier lieu, la forme la plus sévère, donc le coup de chaleur, qui peut être un coup de chaleur passif, donc qu'on retrouve principalement chez des personnes âgées. C'est un coup de chaleur d'exposition et le coup de chaleur d'effort qui là touche des sujets plus jeunes, souvent sans pathologie, sains, peut avoir des conséquences pouvant aller jusqu'au décès. Donc finalement, ça touche autant la population civile que militaire. Alors, c'est beaucoup plus étudié dans la population militaire, notamment parce qu'on va le voir après, une des choses qui favorise l'hyperthermie, c'est le port d'équipements inadaptés et les entraînements en conditions chaudes en tri, notamment, prédisposent la population militaire au coup de chaleur d'effort. Donc, il y a beaucoup d'études américaines sur le sujet, mais même les populations civiles, notamment les populations de sportifs, peuvent être touchées et c'est encore une pathologie qui est méconnue dans le monde du sport. C'est pour ça qu'il était nécessaire de faire cette étude pour lesquelles les inclusions sont encore en cours via le réseau recherche. Est-ce que tu peux nous préciser les grandes lignes de la physiopathologie du coup de chaleur d'effort? Rapidement, la thermorégulation chez l'être humain, c'est le processus qui nous permet de maintenir une température corporelle optimale autour de 37 degrés, ce qui permet un fonctionnement enzymatique, donc des protéines du corps optimal. Le central de la thermorégulation, c'est l'hypothalamus, et il y a des effecteurs périphériques et des capteurs périphériques à la fois sur les viscères et au niveau de la peau. En cas d'altération de cet équilibre, en cas d'altération de ou la dissipation de la chaleur, euh, par exemple des troubles de la sudation chez les personnes brûlées notamment, ou bien alors en cas d'augmentation de la production de chaleur, notamment au cours d'une activité physique, particulièrement en milieu chaud. Il se peut que les mécanismes de compensation de l'hyperthermie soient dépassés, ce qui crée une hyperthermie qui, quand elle dépasse un certain seuil, cause un effet cytotoxique à la fois direct, mais également un syndrome de réponse inflammatoire systémique avec des cascades inflammatoires qui créent une vasoplégie, une hypovolémie relative. Dans le cas du coup de chaleur d'effort, il y a plusieurs données post-mortem et animales qui permettent de mettre en évidence également une ischémie digestive avec un phénomène d'endotoxémie, mise en place d'une coagulation intravasculaire disséminée, donc une CIVD, et également beaucoup d'altérations hépatiques avec des obstructions thrombotiques au niveau de certaines zones d'échange dans les hépatocytes et avec les capillaires sinusoïdes qui peuvent entraîner une insuffisance hépatique majeure. Est-ce que, Voilà. comme l'hyperthermie maligne qu'on peut voir au bloc opératoire, il y a une hypothèse génétique qui pourrait être exposée, qui existe dans la littérature ou pas? Le gène RYR1 qui est également incriminé dans les hyperthermies malignes au bloc opératoire pouvait être responsable de ces hyperthermies, mais actuellement il n'y a aucune une preuve formelle qu'un gène en particulier serait responsable des hyperthermies d'effort. Et voilà. Et l'enquête génétique est encore trop souvent peu réalisée chez les patients qui sont admis en structure hospitalière pour un coup de chaleur. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Euh, donc, on a bien compris, les personnes qui peuvent être exposées aux coups de chaleur d'effort peuvent être à la fois des personnes issues du civil ou de la médecine militaire. Et il faut savoir les détecter précocement. Est-ce qu'il y a des grands messages à faire passer concernant la prise en charge avant l'arrivée de ces patients à l'hôpital?
Oui, alors peu importe le premier contact extra-hospitalier, que ce soit par les équipes du SMUR, de la protection civile, en période de chaleur ou dans un contexte évocateur d'une survenue de coups de chaleur, donc que ce soit dans un contexte de course en montagne, de trail, de course en vélo, ou alors simplement en période de canicule, la température doit être prise systématiquement quand il y a des signes neurologiques. Et si c'est une température cutanée, superficielle, et qu'elle est normale devant des signes fortement évocateurs, par exemple un sportif qui convulse au bord d'un terrain alors qu'il est arrivé depuis 2 jours en zone tropicale, avec une température cutanée normale, il faut quand même essayer de prendre une température centrale si possible, suspecter jusqu'à preuve du contraire que c'est une hyperthermie d'effort. Est-ce qu'il y a des signes finalement qui doivent nous inquiéter, qu'on soit soignant ou pas, lorsque une personne est exposée à euh, la canicule par exemple ou à une température trop élevée ou un degré d'hygrométrie trop élevé? Est-ce qu'il y a des signes particuliers qui doivent faire suspecter la survenue d'un coup de chaleur d'effort? Tout signe neurologique, donc encéphalopathie, convulsions, coma. Les signes qui sont souvent rapportés aussi sont des signes digestifs, donc principalement des diarrhées, des vomissements, et vraiment tout trouble neurologique, toute altération de la conscience doit faire suspecter un coup de chaleur d'effort ou alors un épuisement à la chaleur si la température centrale est entre 37 et 40 degrés Celsius. Donc finalement, l'urgence, lorsque une personne exposée à la chaleur dans un contexte sportif ou avec des vêtements mal adaptés ou une hygrométrie trop élevée, des troubles de la sudation, qui présentent un signe neurologique, même ne serait-ce qu'une confusion, associée à une température, si possible centrale, qui est supérieure à 39 ou 40, doivent faire suspecter très tôt le coup de chaleur d'effort. Est-ce qu'il y a un cut-off de température qu'on peut fixer dès la prise en charge préhospitalière pour penser à ça? Donc en température centrale, dans la littérature, on retrouve le quote-off de 40 degrés Celsius pour le coup de chaleur passif et l'hyperthermie d'effort. Et dans certains articles, ils ont fixé le quote-off à 40,5, mais c'est parce que c'était simplement des patients qui avaient présenté des coups de chaleur d'effort. Et on sait que la température corporelle, notamment chez les maroitoniens, peut être supérieure à 40 degrés Celsius sans qu'il y ait de coup de chaleur d'effort. Est-ce que tu peux préciser les sites électifs de prise d'une température centrale et quels sont sinon les sites de prise de température qui sont recommandés pour les premiers secours qui arriveraient? Pour les premiers secours, en cas d'arrivée sur place, si on a un thermomètre, il faut l'utiliser. Idéalement, c'est en rectal, mais sur le terrain, c'est jamais facile. Et il faut avoir une personne consciente et des conditions d'intimité correctes. En le cas échéant, on peut très bien prendre une température axillaire à laquelle on rajoute 0,5 degrés, ou alors si on a un thermomètre tympanique, l'utiliser. Ou alors une température au niveau du pli de laine. Est-ce qu'il y a un message important à faire passer pour la prise en charge préhospitalière avant l'admission à l'hôpital pour ces patients victimes de coups de chaleur d'effort? Oui, en cas de coup de chaleur d'effort avéré, c'est-à-dire un contexte évocateur, des signes neurologiques et une température centrale supérieure à 40 degrés Celsius, il faut initier le refroidissement au plus vite, donc idéalement par immersion en bain froid, c'est ce qui a été le plus étudié sur les populations militaires et également sur les populations sportives aux États-Unis. De l'eau en grande quantité dans ou dans une piscine, ou si jamais il n'y a pas d'eau glacée disponible, donc un bain entre 5 et 15 degrés, on peut mettre de l'eau à température ambiante et monitorage de la température régulièrement. Évidemment, si jamais le patient présente toujours un coma, une encéphalopathie, à l'arrivée des secours extra-hospitaliers, du SAMU, procéder à une intubation et ramener dans tous les cas le patient vers un centre hospitalier le plus rapidement possible. Lorsqu'on prend en charge dans une structure de soins, dans un établissement de santé, un patient qui est suspect de coup de chaleur d'effort, quels sont les principaux points de la prise en charge à l'arrivée? Alors, bah, prendre une température centrale, si ça n'a pas déjà été fait, mettre en place un monitorage de la température régulier, si ce n'est continu.
initier un refroidissement, donc on dit classiquement 0,1 degré minute, mais dans le cas du coup de chaleur d'effort, des études ont prouvé l'innocuité d'un réchauffement plus rapide jusqu'à 0,2 degré minute, donc refroidissement par externe, donc ou immersion dans un bain froid, ou alors ventilateur avec un drap mouillé et refroidi par cette technique. Et également prélever un bilan biologique large avec notamment proponinémie, également les marqueurs sanguins de rhabdomyolyse, bilan rénal complet, un ionogramme, un bilan hépatique, un bilan de coagulation et une numération. Et pister en cas de coup de chaleur supposé grave, la CIVD, en sachant que le pic de la gravité de cette maladie se situe en général entre 24 et 48 du coup de chaleur initial. Et en cas d'insuffisance hépatique aiguë grave, ne pas hésiter à contacter un centre transplanteur qui sont habitués à gérer ces pathologies. Donc, si je résume bien, d'une part, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas pour l'instant dans la littérature de prédisposition génétique qui a été mise en évidence sur le risque de coup de chaleur d'effort. C'est une urgence vitale, c'est une urgence diagnostique dès le préhospitalier. Tout acteur de soins qui intervient sur un patient suspect qui présente des troubles neurologiques doit essayer d'avoir une prise de température périphérique et au mieux centrale le plus rapidement possible, tout en éliminant les diagnostics différentiels. Il faut rouler le plus rapidement possible tout en assurant le refroidissement le plus précoce possible vers un établissement de santé qui soit capable de déchoquer rapidement ces patients-là. Il faut bien entendu que les organisateurs d'événements ou de courses aient à disposition tout ce qui permet de refroidir rapidement des victimes de coups de chaleur d'effort. Et dès l'arrivée au déchocage, les anesthésistes réanimateurs doivent continuer à refroidir le plus rapidement possible ces patients, puis en réanimation et pister les déférences d'organes à la fois hépatiques, myocardiques, rénales et encéphaliques qui font tout le pronostic de ces patients. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la Société française d'anesthésie réanimation le cas clinique présenté à l'ISFAR 2023 sur l'hyperthermie d'effort, qui reprend également une partie des données exposées ici, et que nous aurons les résultats de coups de chaud d'ici quelques mois à la fin des inclusions, et qui permettra probablement de dresser le portrait des patients victimes des coups de chaleur d'effort en France métropolitaine et dans les dom-toms également. Et je te remercie, Taline, de nous avoir fait partager la synthèse de la littérature que tu as faite dans le cadre de la coordination de ce travail de recherche avec le réseau de recherche de la SFAR et le docteur Compagnon. Merci beaucoup. Et merci à tous les centres inclueurs qui ont été extrêmement réactifs. C'est ainsi que se termine ce podcast ciblant le coup de chaleur d'effort dans le cadre de l'étude multicentrique coup de chaud portée par le réseau recherche de la SFAR, dont les investigateurs proviennent de la réanimation polyvalente du CHU de Toulouse. Retrouvez nous tous sur les différentes plateformes de podcast pour trouver le podcast ARPOD de la Société française d'anesthésie réanimation et pensez à vous abonner pour ne louper aucun nouvel épisode. À bientôt!